Je me suis réveillée tôt ce matin-là, le cœur qui battait dans ma poitrine comme si j'avais couru un marathon. C'était le jour du mariage de mon fils. Pendant des semaines, je m'étais répété que je devais être heureuse, que toutes les mères rêvent de ce moment. Je me suis forcée à y croire moi-même en repassant ma robe bleu marine, la seule robe vraiment élégante que je possède et que je garde pour les grandes occasions. Je me préparais lentement, avec ce mélange étrange d'enthousiasme nerveux et de vide sous les côtes, quand mon téléphone a sonné. C'était Alexandre. J'ai souri en décrochant. Je croyais qu'il appelait pour me dire à quelle heure il passerait me chercher. Au lieu de cela, j'ai entendu « Maman, petit changement. Je t'envoie un Uber pour qu'il vienne te récupérer vers 14 heures, d'accord ?» Je suis restée silencieuse quelques secondes, tellement surprise que j'ai cru avoir mal entendu. « Comment ça, un Uber ? Tu m'avais dit que ta voiture était encore au garage et que tu viendrais me chercher avec la mienne. » Il a poussé un soupir, celui que l'on fait quand on veut boucler la discussion vite, comme si j'étais une enfant un peu lourde. « Oui, mais la mère de Claire est arrivée plus tôt que prévu et elle n'a aucun moyen de transport. Elle va avoir besoin de ta voiture pour aller à la salle. C'est plus simple comme ça, tu comprends ? » Je comprends. Cette phrase m'a piqué comme une aiguille sous l'ongle. Je comprends. Oui, bien sûr que je comprends. La belle-mère devait avoir l'air importante, installée dans ma voiture comme une reine, pendant que moi je prendrais un Uber comme une invitée de passage. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je n'allais pas pleurer au téléphone, pas le matin du mariage de mon propre fils. Alors j'ai répondu calmement. « D'accord, si c'est ce qui vous arrange. » Quand j'ai raccroché, j'ai senti un poids étrange sur ma poitrine. Cela n'était pas de la jalousie, ce n'était pas non plus de la colère. C'était un drôle de mélange de chagrin et de lucidité soudaine. 40 ans à tenir bon, 40 ans à être le pilier. Et ce matin-là, pour la première fois, je n'étais plus le pilier. J'étais juste un détail logistique. À 14 heures pile, l'Uber s'est arrêté devant mon immeuble. Une petite voiture citadine, banale, avec un chauffeur qui m'a à peine adressé un regard. Je me suis assise à l'arrière en tenant mon sac sur mes genoux, les mains tremblantes malgré mes efforts pour paraître digne. Je regardais par la fenêtre les rues de Bordeaux défiler et, plus elles défilaient, plus j'avais l'impression que je m'éloignais de ma place dans la vie de mon propre fils. En arrivant devant la salle, j'ai d'abord vu mon propre véhicule garé bien en évidence, juste devant l'entrée. Il brillait sous le soleil comme si c'était un trophée. Puis j'ai vu la portière s'ouvrir et lentement Marianne en descendre. Talons impeccables, robe sophistiquée, sourire autoparos. On aurait dit qu'elle venait de gagner un prix. Ma voiture, son entrée triomphale. C'était moi la mère du marié, et pourtant c'était elle qu'on accueillait avec une chaleur que je n'ai pas su où ranger dans ma poitrine. Elle riait déjà avec la famille de Claire, elle était à l'aise, à sa place. On m'avait replacé, moi, discrètement, sans cri, sans explication. Juste, déplacé. Je suis sortie de l'Uber comme une invitée parmi d'autres. Personne n'attendait ma présence. Personne ne m'a demandé si j'avais fait bon voyage. Aucun regard, aucun bras offert, aucune attention particulière. À l'instant où j'ai mis le pied sur le gravier du domaine, j'ai compris que ce n'était plus mon grand jour en tant que mère, mais uniquement le leur. Moi, j'étais en coulisses. Et ce fut à ce moment précis que quelque chose en moi s'est légèrement fissuré, sans bruit, mais de manière irréversible. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette fissure deviendrait bientôt une frontière. La première limite de ma vie entière. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Quand je suis arrivée devant la mairie, j'ai essayé de me convaincre que je devais garder le moral. Après tout, c'était le mariage de mon fils. Dans l'entrée, il y avait déjà beaucoup de monde, la famille de Claire surtout, qui se saluait comme si tout cela était une grande réunion chaleureuse. On m'a reconnue, bien sûr, mais on m'a saluée comme on salue une voisine lointaine. Un léger sourire, un bonjour poli, puis plus rien. Je me suis tenue un instant à l'écart avant qu'Alexandre et Claire n'arrivent. Quand je les ai vus s'approcher, main dans la main, ils étaient très beaux, jeunes, rayonnants. J'ai senti mon cœur se serrer.
J'ai levé la main pour leur faire un signe, mais il ne m'a à peine regardé. Il m'a embrassé vite fait sur la joue, déjà happé par la photographe qui voulait immortaliser l'entrée des mariés. Sur les photos, je devais être quelque part au fond, flou comme un décor imprécis. À l'intérieur de la salle de mariage, Marianne avait déjà pris place dans le premier rang, juste à côté des témoins. Une place d'honneur donnée sans hésitation, comme si cela avait toujours été évident. Moi, l'agent municipal m'a orienté gentiment vers le troisième rang, avec une voix douce, mais catégorique. Je me suis assise là, droite, les mains posées sur mes genoux, en essayant de ne pas laisser mon visage trahir ce que je ressentais. La cérémonie civile a été brève et chaleureuse pour eux, mais froide pour moi. J'étais là, mais sans être là. On applaudissait les parents, et pourtant les regards se tournaient toujours vers elle, vers Marianne, comme si c'était elle qui avait élevé cet homme et veillé sur lui pendant 40 ans. Après la mairie, direction la basilique Saint-Michel. La façade, haute et majestueuse, me faisait l'effet d'une muraille. J'ai suivi la foule lentement, comme si j'étais un satellite autour d'une planète qui ne me reconnaissait plus. J'espérais au fond que la cérémonie religieuse me rendrait au moins un petit morceau de dignité. J'avais tort. À l'intérieur, les premiers bancs avaient été réservés pour la famille proche de la mariée. Marianne trônait au premier rang comme une véritable marraine d'honneur. On lui offrait les meilleures places, les sourires les plus chaleureux, les compliments les plus flatteurs. Moi, j'ai dû reprendre ma place au troisième rang, presque invisible derrière un pilier. Quand le prêtre a prononcé quelques mots pour remercier les familles, il a cité le nom des parents de Claire, avec émotion. Mon nom n'a pas franchi ses lèvres, comme si j'étais une figurante présente par hasard. Pendant l'échange des vœux, j'ai senti une larme couler, mais je ne l'ai pas essuyée. Elle faisait partie de moi, elle était vraie. C'était la première fois de ma vie que je regardais mon fils et que je sentais que nous n'étions plus un nous. Après la messe, tout le monde s'est dirigé vers les marches pour les photos officielles. La photographe distribuait les groupes à sa manière, et à chaque groupe important, j'attendais qu'elle m'appelle. Elle ne l'a jamais fait. Les photos des proches, des parents, des témoins, des personnes essentielles. Et moi, toujours en dehors du cadre. J'ai fini par me mettre près d'un pilier pour qu'on ne remarque pas trop que j'étais exclue. De temps en temps, quelqu'un me lançait un regard gêné, mais sans bouger pour m'inclure. J'étais tolérée, pas honorée. Au cocktail, les discours ont commencé très tôt. Claire a levé son verre pour remercier sa mère pour tous les sacrifices, toute la force, tout l'amour. On a applaudi longuement. Marianne rayonnait. Moi, je me tenais au fond, un sourire collé au visage, figé, douloureux. Alexandre a repris la parole pour remercier sa nouvelle famille, pour dire à quel point il se sentait accueilli comme un fils. De nouveau, applaudissements. Mon nom, encore une fois, oublié dans l'air. Ce fut là, à ce moment précis, que j'ai senti une ligne se tracer à l'intérieur de moi. Une ligne silencieuse, mais définitive. Il n'y a pas eu de cri, pas de conflit, pas même une mauvaise parole, simplement l'évidence. J'avais été effacée, lentement, proprement, comme si l'on avait gommé mon rôle couche par couche jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et dans ce silence-là, froid, poli, parfaitement organisé, ma douleur a trouvé sa forme. Elle n'était plus floue. Elle était nette, tranchante, réelle. Ce jour-là, je n'ai pas seulement perdu mon siège au premier rang. J'ai perdu ma place dans l'histoire de mon propre fils. Quand je suis rentrée chez moi, il était tard, mais je n'étais pas fatiguée. Pas physiquement, du moins. J'avais l'impression d'avoir laissé une partie de moi-même sur ces marches de la basilique, devant ces appareils photos qui ne m'ont jamais appelée. Mon appartement était silencieux, trop silencieux. Je me suis assise dans la cuisine, encore maquillée, encore coiffée, encore présentable, comme si je devais rester en vitrine pour être digne d'exister. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'avais pas envie de bruit. J'ai retiré mes chaussures lentement, puis ma veste, et j'ai simplement respiré. J'aurais voulu pleurer, mais même les larmes semblaient fatiguées de moi. Sur la table, il y avait une pochette bleue où je gardais tous les documents du mariage. Les virements, les acomptes déjà réglés, les dates de paiement, tout était là.
Je l'ai ouverte machinalement, sans intention au départ, juste parce que mes mains avaient besoin d'une occupation. J'ai relu les chiffres un à un, comme si je voyais ma propre vie sous forme de colonne comptable. J'avais déjà réglé la moitié de la réception. Un montant considérable pour une pension modeste comme la mienne, mais je l'avais fait sans hésiter parce que j'avais toujours cru que soutenir le bonheur de mon fils était une manière de prolonger mon rôle de mère. Maintenant, je voyais avec une clarté brutale que j'avais payé pour assister à mon propre effacement. Je suis restée longtemps à regarder ces reçus. Au début, je me disais que j'avais exagéré, que la douleur finirait par passer. Mais plus je repassais la journée dans ma tête, plus je comprenais que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un oubli isolé. C'était un système. J'avais été remplacée, doucement, sans drame, sans cri, comme une vieille chaise que l'on déplace au fond d'une pièce parce qu'elle ne va plus avec la décoration. 40 ans. 40 ans à travailler jusqu'à user mes mains. 40 ans à faire passer ses besoins avant les miens. 40 ans à croire que l'amour, à lui seul, garantissait une place. 40 ans pour finir sur la 3e rangée, puis hors du cadre. Ce soir-là, j'ai senti quelque chose se verrouiller en moi. Pas un verrou de colère, un verrou de dignité, comme si une voix intérieure me disait enfin « Assez ». Je me suis levée, j'ai pris le contrat de la salle et je l'ai lu ligne par ligne. Il n'y avait aucune clause qui disait que pour payer la réception, je devais accepter d'être traitée comme une figurante. Aucune. Le paiement était une aide financière, pas une renonciation à ma dignité. Alors, calmement, presque froidement, j'ai pris une décision. Je ne paierai pas la seconde partie. Pas après cela. Pas après avoir été gommée de mon propre rôle de mère. Je savais que cette décision changerait tout, mais pour la première fois depuis des années, elle m'a fait du bien. C'était comme respirer différemment. Je me suis levée, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro du responsable de la salle. Il était tard, mais il a décroché quand même. Sa voix était professionnelle, un peu fatiguée. « Bonsoir, ici Madame Martin, la mère du marié. Je vous appelle au sujet du paiement restant. » Il m'a répondu gentiment qu'il avait bien noté que le solde devait être réglé dans les jours suivants. Je l'ai coupé doucement. Je dois vous informer que je ne paierai pas la seconde moitié. Il y a eu un silence long, surpris. Puis sa voix est revenue, prudente. Puis-je demander pour quelle raison? Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas tremblé. Parce que j'ai payé pour être la mère du marié, et aujourd'hui, j'ai été traitée comme une invitée de fond de salle. Le contrat ne disait pas que ma dignité faisait partie du prix. Il n'a rien répondu tout de suite. Je crois qu'il comprenait. Enfin, il m'a dit calmement que, dans ce cas, il contacterait directement Alexandre, puisque le contrat portait aussi son nom. « C'est parfait », ai-je répondu. Quand j'ai raccroché, je me suis sentie étrangement légère, comme si une charge invisible venait de tomber de mes épaules. J'avais posé une limite. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit non. Non pas par vengeance, mais par survie intérieure. Cette nuit-là, dans le silence de mon petit appartement bordelais, je n'ai pas pleuré. Cette nuit-là, j'ai commencé à me retrouver. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que quelque chose en moi était devenu clair pendant la nuit. J'avais passé toute ma vie à donner sans compter, à soutenir, à réparer, à porter, à financer et à me taire. Il était temps, enfin, d'apprendre à me protéger. J'ai commencé par faire du café, et pendant qu'il coulait, j'ai ouvert mon ordinateur pour me connecter à ma banque en ligne. J'ai annulé les virements automatiques que je faisais tous les mois pour aider Alexandre avec ses charges. C'était devenu une habitude tellement vieille que je ne m'en souvenais presque plus consciemment. Mais c'est en mettant fin à ces virements que j'ai vraiment réalisé à quel point j'avais continué à l'entretenir sans même m'en rendre compte. Puis, j'ai appelé la banque pour résilier la carte secondaire qu'il utilisait de temps en temps en se disant que « maman paiera plus tard ». La conseillère m'a demandé si j'étais certaine de ma décision. Ma réponse a été courte, mais solide. « Oui, je suis certaine ». Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec une avocate que m'avait recommandée une voisine. Je voulais m'assurer que ma décision était juridiquement recevable. Quand je suis entrée dans son cabinet, j'avais encore ce vieux réflexe d'excuse dans le regard, comme si je devais me justifier d'exister. Mais elle m'a écoutée, longuement,
sans m'interrompre, et quand j'ai terminé, elle a fermé son dossier et m'a regardé avec sérieux. « Madame Martin, vous êtes pleinement dans votre droit. Vous avez financé la moitié de la réception. L'autre moitié relève de votre fils, pas de vous. Vous n'êtes pas légalement tenu de payer davantage. Ce que vous avez fait hier n'est pas un caprice. C'est un changement de posture. » Sa phrase m'a traversé comme un déclic. Un changement de posture. Oui, voilà exactement ce que c'était. Pas un scandale de mère rancunière, pas un geste de vengeance, un alignement, une frontière. En quittant son bureau, j'ai senti pour la première fois depuis des années que je marchais droite, pas pliée vers l'avant comme si je portais un sac rempli de dettes affectives sur le dos. Ce même après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Claire. Son numéro affiché depuis une plage lointaine, probablement les Canaries. Sa voix était douce au début, mais chargée d'une nervosité qu'elle essayait de dissimuler. « Bonjour, Madame Martin. Nous avons reçu un message étrange du responsable de la salle. Est-ce qu'il y a eu un problème ?» J'ai pris une inspiration lente. Avant, j'aurais parlé vite, cherchant à rassurer, à m'excuser, à protéger leur confort. Mais cette fois, je me suis entendue répondre avec une sérénité nouvelle. « Il n'y a pas de problème. J'ai simplement décidé de ne pas payer la deuxième moitié. » Silence. Le genre de silence lourd, pas vide, mais plein de surprises. Elle a tenté un ton conciliant. Peut-être un malentendu? Nous pensions que... Je l'ai coupé doucement. Ce n'est pas un malentendu. J'ai payé ma part. Le reste appartient à votre mari. Elle a respiré un peu plus vite. Mais... Nous sommes en plein voyage de noces. Cela met Alexandre dans une situation compliquée. Autrefois, ces mots auraient suffi pour me retourner le cœur et me faire dire oui immédiatement. Mais plus maintenant. Les complications ne viennent pas de moi, Claire. Elles viennent de la manière dont j'ai été traitée. Quand vous rentrerez, vous pourrez en discuter avec lui. En attendant, profitez de vos vacances. Elle laissait rester quelques secondes silencieuse, comme si elle cherchait à comprendre qui j'étais devenue. Puis elle a fini par dire, d'une voix beaucoup moins sûre, « D'accord, je vois. » J'ai répondu poliment, sans froideur, mais sans me justifier. « Bon séjour, Claire. » Et j'ai raccroché. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée un long moment devant la fenêtre. Je ne tremblais pas. Je n'avais pas honte. Je n'étais pas coupable. Pour la première fois depuis 40 ans, j'avais défendu mon propre territoire intérieur. J'ai compris alors que poser une limite n'est pas blesser l'autre. Poser une limite, c'est se reconnaître enfin soi-même. Ils sont revenus de leur voyage 2 semaines plus tard. Je savais très bien qu'ils viendraient me voir rapidement, pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour parler d'argent. Ce dimanche matin-là, quand j'ai entendu frapper à la porte, j'ai reconnu immédiatement la façon insistante d'Alexandre. Avant, ce son m'aurait rempli de chaleur. Ce jour-là, il m'a simplement semblé familier, rien de plus. Quand j'ai ouvert, leur visage en disait long. Claire avait l'air nerveuse, Alexandre tendu. Ils ne se sont même pas assis tout de suite, ils sont entrés avec l'énergie de ceux qui viennent régler une affaire. « Maman, il faut que tu nous expliques ce que tu as fait. Le responsable de la salle dit que tu refuses de payer le 2e versement. Tu te rends compte de la situation dans laquelle tu nous mets ?» Sa voix était pleine de reproches, comme si j'étais la source du problème. J'ai respiré profondément avant de répondre. « Je n'ai rien fait de mal, Alexandre. J'ai payé ma part. Je n'ai pas à payer davantage. » Il a levé les bras, exaspéré. « Mais tu avais promis. Nous avions un accord. » J'ai planté mon regard dans le sien. Oui, j'avais promis. J'avais promis parce que je pensais être traitée comme la mère du marié, pas comme un poids qu'il faut placer au fond de la salle. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Claire s'est assise lentement sur le canapé, comme si la gravité de la scène commençait enfin à l'atteindre. Je me suis avancée calmement. « Ce que tu appelles logistique, Alexandre, pour moi, cela a été une humiliation. Ce n'était pas une organisation neutre, c'était la preuve claire de ma place. Personne ne met sa mère dans un Uber pendant que la belle-mère arrive dans sa voiture, et encore moins le jour de son mariage. » Il s'est passé une ombre dans ses yeux, comme si, pour la première fois, il voyait l'événement avec mes yeux. « Mais enfin, maman,
Nous devions simplement arranger le transport. J'ai secoué la tête, doucement. Non, ce n'était pas du transport, c'était un message. Tu peux payer, mais tu n'as pas de place ici. Il a baissé le regard. Claire, elle, semblait toucher du doigt une réalité qu'elle n'avait jamais considérée. Alors j'ai continué, posément, sans hausser la voix. J'ai financé ta vie pendant des années. J'ai payé ton loyer, tes études, tes dépenses. J'ai fait ce que fait une mère. Et je l'ai fait avec amour. Mais aimer ne signifie pas disparaître. Ce jour-là, j'ai compris que mon amour était devenu un service acquis. Un silence lourd est tombé. Si je n'ai pas ma place affective, je n'aurai pas non plus une place financière. L'un ne va pas sans l'autre. Alexandre a murmuré, presque choqué par l'évidence. « Tu veux dire que tu arrêtes de nous aider, définitivement ?» « Je veux dire que je ne serai plus la solution automatique à vos problèmes. Vous êtes mariés, vous êtes deux, vous êtes adultes. Cela veut dire que vous gérez vos propres responsabilités. » Il a secoué la tête, comme s'il découvrait une vérité trop tardive. « Je ne pensais pas que tu le prendrais ainsi. » J'ai répondu doucement, « Le problème n'est pas que je l'ai mal pris. Le problème est que toi, tu n'as rien vu. Tu n'as rien senti. Tu n'as même pas imaginé que cela pouvait me blesser. Voilà ce qui m'a frappé. Pas l'Hubert, ton indifférence. On aurait pu croire que je cherchais la vengeance, mais il n'y avait aucune colère dans ma voix, seulement de la clarté. Il a enfin compris que l'argent n'était pas la vraie question. Le vrai manque était ailleurs. Claire a alors parlé pour la première fois, d'une voix douce, sincère. Je crois que nous avons trop tenu ton soutien pour acquis, et que nous n'avons jamais réalisé que tu en faisais trop, seule. Je l'ai regardée, et j'ai répondu calmement, « Je ne veux pas être reconnue parce que vous avez besoin de moi. Je veux être respectée parce que j'existe. Si je ne compte pas comme mère, je ne compte plus comme portefeuille non plus. » Alexandre s'est assis lentement, comme si la chaise le rattrapait. Il n'avait plus d'arguments. Il venait, pour la première fois, d'entrevoir ce que j'étais vraiment dans sa vie. Un pilier invisible, un coussin émotionnel, un guichet automatique déguisé en mère. Et ce jour-là, ce pilier avait cessé de porter. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas rompu les liens. J'ai simplement rétabli l'équilibre. Leur choc était grand parce qu'ils découvraient une vérité que moi, j'avais portée en silence pendant 40 ans. Sans réciprocité, il n'y a plus de financement. Et sans considération, il n'y a plus de sacrifice. Cela fait maintenant plusieurs mois que j'ai quitté Bordeaux. Je vis dans une petite maison près du lac d'Annecy, dans un village calme où l'on entend les cloches de l'église le dimanche matin et le clapotis de l'eau quand le vent se lève. Ici, je ne suis plus la maman du marié, ni celle qui paie. Je suis simplement Thérèse. Et cela suffit. Ma vie est redevenue simple. Je me lève tôt, je marche jusqu'au lac en saluant les voisins que je connais de vue, je fais mes courses au petit marché du mercredi et du samedi, je lis beaucoup, je jardine un peu, et le soir je m'assois sur la terrasse pour regarder la lumière descendre sur l'eau. Personne ne me réclame, personne ne m'utilise. Je n'existe plus pour servir, mais pour respirer. J'ai fait quelques amitiés discrètes. Madame Carmen, ma voisine, une veuve pleine d'humour qui m'invite parfois à partager un café. Monsieur Robert, le fleuriste du marché, qui me met toujours de côté les plus belles pivoines parce qu'il dit que les fleurs vont mieux aux femmes courageuses. Et une jeune bibliothécaire du village qui me recommande des livres sur les femmes qui ont recommencé leur vie après 50 ou 60 ans. Je ne savais pas que j'allais m'y reconnaître autant. C'est dans cette nouvelle tranquillité que les appels d'Alexandre ont commencé. Au début, ils étaient hésitants, presque maladroits. Ils ne demandaient rien. Ils ne se plaignaient pas. Ils ne cherchaient pas à me convaincre de revenir en arrière. Il appelait juste pour savoir comment j'allais. Et petit à petit, j'ai senti quelque chose se réparer, non pas entre nous, mais en lui. Il apprenait à être un fils adulte. Je n'avais plus besoin de me sacrifier pour mériter sa voix. Il venait parce qu'il voulait venir. Un jour, Claire m'a appelé, et sa voix tremblait, mais pas de peur. « Thérèse, je voulais te dire, je suis enceinte. » J'ai senti mon cœur se soulever doucement, comme une grande vague intérieure. « Félicitations, ma fille. Je suis heureuse pour vous. » Quelques semaines plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils attendaient une petite fille. « Nous avons choisi son prénom, » m'a dit Alexandre.
Il a fait une pause, puis sa voix s'est brisée tout doucement. Elle va s'appeler Thérèse. Je suis restée muette quelques secondes, pas par choc, mais par profondeur. Ce n'était pas une demande de pardon. C'était une reconnaissance, la première vraie. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti quelque chose se déposer à l'intérieur de moi, comme une pierre posée au bon endroit après avoir longtemps délogé ma respiration. Aujourd'hui, je me prépare doucement à devenir grand-mère. Pas une grand-mère épuisée, utilisée, étouffée. Une grand-mère présente, mais entière. Pas un portefeuille, pas une roue de secours. Une présence, pas une béquille. Je n'ai pas encore vu la petite. J'ai décidé d'attendre que la relation soit assez droite pour l'accueillir sans se renier. L'amour viendra, mais il viendra propre, pas chargé de dettes. Je ne suis plus dans l'urgence d'être incluse. Je suis dans la paix de choisir quand ouvrir ma porte et pour qui. La réconciliation entre nous ne ressemble pas au film. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas spectaculaire, elle est lente, elle est vraie. Alexandre a commencé à comprendre que l'on ne construit pas un foyer sur l'effacement d'une mère. Et Claire a commencé à voir que l'amour ne se mesure pas au sacrifice, mais au respect. Quand je regarde le lac, surtout au coucher du soleil, je pense souvent à cette phrase qui me vient sans que je la cherche. J'ai cessé d'être utile pour commencer à être vivante. Dans quelques mois, je tiendrai une petite Thérèse dans mes bras. Je lui donnerai de la tendresse, mais pas mes frontières. Je lui transmettrai la douceur, mais aussi la dignité. Elle apprendra que l'amour qui détruit la personne qui aime n'est pas de l'amour, et que l'on peut donner, mais jamais se dissoudre. Je ne sais pas encore comment sera la suite avec eux. Je ne la force pas. Je ne la redoute pas. Je l'attendrai en étant entière, ici, là où j'ai enfin cessé de me perdre. Parce que c'est ici, à Annecy, que j'ai découvert la plus grande vérité de ma vie. L'amour cesse de faire mal quand on cesse de s'abandonner soi-même. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.